Merci infiniment. La première fois que je suis venu à Bourges, c'était à l'occasion de la campagne électorale de 2002, vers laquelle on m'avait poussé. C'était évidemment pas de mon ambition propre, mais c'était parce que des amis estimaient que j'étais peut-être habilité à porter un message d'urgence écologique et humaine. Et donc j'ai essayé de faire pendant un certain temps, j'ai réfléchi à ce qu'il faut se présenter comme candidat à la candidature. Et puis ça m'a demandé pas mal de temps, 3 semaines d'insomnie, de colique, pour savoir est-ce que je n'allais pas, en me présentant aux élections, rentrer dans une logique que j'estime déjà totalement inadaptée avec les enjeux du monde d'aujourd'hui. Je dirais que la politique, dans sa façon, dans sa structure telle qu'elle est aujourd'hui, avec le mode de fonctionnement politique, n'est vraiment pas en phase avec les grandes mutations que subit le monde d'aujourd'hui. Et une politique qui maintient toujours cette même logique de la croissance économique, de maintenir toujours de voir la planète non pas comme une oasis commune dans laquelle il ferait bon vivre et dans laquelle il faudrait organiser quand même une vie qui soit agréable pour tout le monde et qui puisse nous réjouir véritablement. Cette vision, hélas, est restée une vision d'accaparement, c'est-à-dire l'oasis est un gisement, notre oasis de vie est un gisement de ressources qu'il faut accaparer, épuiser, transformer en dollars, et ainsi donc faire dissiper un patrimoine humain et un bien est tellement précieux et tellement aléatoire quand on voit tout ce qu'il a fallu comme paramètre extrêmement ténu pour que cette planète puisse vivre. On se dit mais quel gâchis de l'avoir uniquement comme un lieu d'abord de violence et en même temps exercer cette violence qui vise à la piller pour augmenter les produits nationaux bruts, etc., et qui aboutit finalement à une infantilisation de notre système. Alors quand je me suis présenté, donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait, sur des critères qui n'ont rien à voir avec les critères politiques ordinaires ou conventionnels, d'obtenir finalement l'adhésion d'un nombre très important de personnes sur le féminin au cœur du changement, sur la relocalisation de l'économie, revoir en particulier l'éducation qui n'est absolument pas conforme avec ce qu'il serait nécessaire de faire de nos enfants, de transmettre à nos enfants. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais aussi quels enfants laisserons-nous à la planète? Toutes ces questions qui ramenaient finalement, et évidemment, le grand blasphème, c'est la décroissance. Et ça, dans une société où le principe de croissance est absolument fait partie du dogme absolu, intangible et inaliénable, ça fait blasphème parce que ça remet en question un des fondements, des mythes fondateurs de la modernité. Et ce mythe fondateur, évidemment, est celui qui, aujourd'hui, prévaut sur l'ensemble de la planète et qui, à l'évidence, nous amène petit à petit vers le désastre. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan de ce qui est en train de se passer, évidemment, pour ce qui me concerne, je ne suis pas du tout surpris. Malheureusement, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Je ne suis pas du tout surpris, mais parce que déjà dans les années 50, venant de l'Algérie, travaillant à Paris comme OS, ouvrier spécialisé, et faisant de la philosophie de l'histoire, eh bien, j'ai constaté que justement ces mythes fondateurs de la modernité ne pouvaient qu'amener à une impasse majeure. Et c'est la raison pour laquelle nous avions, avec ma famille, tenté de trouver notre propre cohérence en allant à la terre, en retournant à la terre, en créant une petite ferme dont personne ne voulait parce que c'était des conditions agronomiques les plus extrêmes, les plus défavorables, et en démontrant sur cette petite structure du sud de l'Ardèche qu'on pouvait effectivement, que l'homme pouvait avoir un tout autre rapport à la nature, et qu'à partir du moment où on s'appuie sur les forces de la nature, ces forces de la nature sont omniprésentes, et étant omniprésentes, on peut vraiment passer ce contrat presque moral ou affectif avec la vie pour obtenir la vie.
Et c'est cette démonstration qui a beaucoup intéressé les gens, parce que quand vous êtes sur une ferme avec très peu d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, etc., et une terre rocailleuse, c'est-à-dire que vous avez plus de rocailles que de terre, et que vous êtes dans un milieu sauvage avec une nature certes magnifique, omniprésente, mais qui n'est pas du tout favorable à ce qu'on pourrait appeler l'agronomie d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'agriculture d'aujourd'hui, et que néanmoins, sur ce site qui est considéré comme non vivable, vous arrivez non seulement à faire que la terre s'épanouisse, donne des denrées de qualité et des denrées en quantité, que vous voyez que le milieu se transforme et que vous créez une oasis de vie, et que cette oasis de vie sur un substrat qui est défavorable, que vous élevez vos 5 enfants et tout à fait correctement dans ce rapport direct à la nature, et puis dans une logique qui emprunte à la fois à la logique moderne, mais qui reste dans les limitations. Quand nous étions dans cette ferme, on nous disait, mais les chambres d'agriculture, etc., nous disaient, mais compte tenu que vous disposez de beaucoup d'espaces de parcours, etc., pourquoi vous contentez de 30 chèvres alors que vous pourriez doubler? Eh bien, nous avons dit non, autolimitation, c'est-à-dire que rester aux limites de ce qui nous est nécessaire, parce que si nous dépassons ce qui nous est nécessaire, nous rentrons dans une toute autre logique, et cette logique, ça devient la logique de l'argent, ça ne devient plus la logique de la vie. La logique de la vie, finalement, vivre aujourd'hui la nourriture, l'alimentation humaine, c'est-à-dire ce qui revient légitimement à chaque être humain aujourd'hui, eh bien c'est simple, c'est se nourrir, se vêtir, être abrité, soigner. Voilà, c'est très simple. Seulement, le monde d'aujourd'hui, en dépit de toutes ces performances technologiques et tous les miracles dont nous sommes capables, technologiques et autres, eh ben, nous n'avons pas résolu ce problème. Simplement de faire que chaque être humain ait sur cette planète ce qui lui est légitimement nécessaire pour survivre. Il l'avait spontanément, légitimement, il l'avait. Des tribus existent sur toute la planète, ont existé des communautés humaines qui ont organisé leur vie dans ce rapport à la vie, dans ce rapport à la nature, et donc ils pouvaient à la limite continuer. Seulement est arrivée la logique du monde moderne. Et cette logique du monde moderne a rompu, disons, avec tout ce que l'humanité avait organisé depuis les origines, parce qu'elle a instauré ce qu'on pourrait appeler un paradigme nouveau, et ce paradigme nouveau a en quelque sorte étalé vers le minéral. Nous sommes dans une société de la combustion énergétique. Et cette combustion énergétique s'est installée d'une façon très rapide à travers la thermodynamique, comme vous le savez. Je dis souvent, Napoléon Bonaparte, tout puissant qu'il pouvait être, ne pouvait pas aller plus vite qu'Alexandre le Grand, Gengis Khan ou Jules César. Ils étaient soumis à la vitesse du cheval, mais on est passé, le paradigme s'est fondé sur justement la thermodynamique et la combustion énergétique, et d'une façon tellement rapide que ça a provoqué un séisme planétaire dont on ne s'est pas remis jusqu'à maintenant. Alors quand vous choisissez le minéral, et bien ce minéral que vous allez l'exhumer de la terre et que vous allez l'utiliser pour nos automobiles et tout le reste, toutes les technologies, et bien c'est comme si vous faisiez régresser en quelque sorte le cycle de la vie. C'est-à-dire que vous allez, ce que la vie a mis dans le sol comme étant, bon, une affaire entendue, c'est fini, on passe à autre chose, on va le rechercher pour le réexhumer. Et avoir exhumé du pétrole, du charbon, on va s'apercevoir petit à petit que ça a été une catastrophe majeure, une vraie catastrophe quand on aura fait tous les bilans de ce que ça a provoqué réellement dans le système, à la fois sur la biosphère et sur le système humain. On va se rendre compte que cette civilisation a été obscurantiste. C'est-à-dire qu'elle en a appelé à la science pour instaurer un nouvel obscurantisme, c'est-à-dire ne plus voir, ne plus être alimenté par l'intelligence de la vie. C'est-à-dire cette intelligence de la vie qui est sagesse, qui est continuité. La vie s'est organisée sur une intelligence extraordinaire qui fait que bien avant nous, elle existait, qu'elle s'est organisée. Et quand l'être humain est apparu, on aurait presque dit que la nature avait créé une créature particulière à qui elle a donné les moyens pour que cette créature les retourne contre elle. Alors, est-ce que c'est dans la logique normale? Mais je ne crois pas.